Donc dès lors que Netanyahou rentre dans cette partie du cerveau du président Trump, place qu'il occupe déjà, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour lui de ne pas accepter le plan. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow. L'administration Trump et plusieurs États arabes ont approuvé un nouveau plan de cessez-le-feu à Gaza. Cette feuille de route, élaborée par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ne prévoit aucun déplacement de population. Le plan propose la création, par le Conseil de sécurité de l'ONU, d'une autorité internationale de transition pour Gaza, un organe de gouvernance palestino-arabe chargé d'assurer la sécurité dans l'enclave. Netanyahou, il n'a pas 1 milliard d'options. Il est déjà acculé. En Israël, il y a des manifestations tous les jours. Il y a une véritable fuite en avant. Et aujourd'hui, vous avez des critiques au Congrès et du côté des démocrates et du côté des conservateurs. De nouveau, Trump considère que les accords d'Abraham sont sa plus grande prouesse diplomatique, et si il estime que Netanyahou vient la mettre en difficulté et l'empêcher d'accomplir le nouveau Moyen-Orient, entre Netanyahou et le prix Nobel, il choisira toujours sa vision du prix Nobel et son prix Nobel. Donc si Netanyahou demande la permission à Trump pour l'annexion, on a compris où est le rapport de force. Ne pas oublier le soutien absolument entier des États-Unis vers Israël, qui leur donne un pouvoir de vie et de mort sur la carrière politique de Netanyahou. L'idée de JITA, c'est une instance à plusieurs niveaux qui inclurait une présence d'un officiel onusien, un représentant palestinien soit du secteur privé, soit du secteur de la défense. Dans le cadre des négociations de cessez-le-feu qui sont menées par Steve Witkoff, mais aujourd'hui il est très clair que c'est également Jared Kushner qui soutient Steve Witkoff dans ces négociations. L'idée effectivement est d'obtenir un cessez-le-feu en échange du retour des otages, mais la question de l'avenir politique du Hamas est de nouveau sur la table, et peut-être que cette ligne et cette idée nouvelle poussée peut-être par les Saoudiens de leur donner une espèce d'existence politique sans leur capacité militaire est une manière d'arriver à un cessez-le-feu de manière plus rapide. Il faudra qu'ils acceptent déjà de perdre la bande de Gaza, d'être sous autorité de l'autorité palestinienne, et donc il y a aussi un travail de conversation au sein même du camp palestinien et des différentes mouvances entre le Fatah et le Hamas. Il y a peut-être là un travail d'apaisement politique en interne à faire dans le cadre de l'obtention du cessez-le-feu et du jour d'après, parce qu'effectivement, comme vous dites, le plan précipite des étapes et on ne sait pas dire quelle va être la réaction des dirigeants actuels du Hamas face à cette offre qui ne leur offre rien pour l'instant de concret. On l'a appris par le Washington Post également. L'appareil sécuritaire même en Israël avait refusé d'exécuter l'entièreté de cette frappe. Notamment les services de renseignement israéliens qui se sont rétractés parce qu'ils estimaient que c'était contre-productif et que ça mettait en danger les négociations pour le retour des otages. Donc vous avez eu cette espèce de chaos qui s'est joué à un moment politique où aux États-Unis, l'une des figures les plus importantes du parti conservateur se faisait assassiner, quasiment dans la même journée. Et vous avez eu donc un double
problème à gérer du point de vue du président Trump, à la fois rassurer ses partenaires qui ne sont pas que des partenaires géopolitiques et diplomatiques. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite sont des partenaires en business et investissent dans les boîtes de la famille de Trump, en particulier de Jared Kushner. Donc on est sur des niveaux d'intimité et de proximité avec ces acteurs. Ce sont les investisseurs réels des projets économiques et immobiliers de la famille Trump.